Bienvenue sur Fleur d'Avocat. Je suis Lila-Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Au passage, Fleur d'Avocat, c'est aussi une newsletter que j'envoie chaque dimanche matin. J'y raconte le développement de mes activités et j'y partage aussi de l'expertise, notamment en matière de communication et de marketing. Vous pouvez vous abonner depuis le site fleurdavocat.fr. Place à l'interview, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Alvin Cobardon. Bonjour Lila-Louise. Merci d'être mon invité sur Fleur d'Avocat. Merci de m'avoir invité. Alors raconte-moi Alvin, comment et pourquoi tu es devenu avocat? Alors si je me souviens bien, j'ai toujours souhaité devenir avocat. Ouais. Très jeune, j'étais assez fasciné par les personnes qui portaient une robe à la télé et qui défendaient les gens que personne ne voulait défendre. J'ai de vagues souvenirs de scandales politico-financiers où il y avait des grands avocats qui défendaient les méchants et qui se levaient un peu contre tout le monde pour dire je vais défendre cette personne et je vais me battre pour lui. Et donc j'aimais bien ce que ces personnes représentaient, ce qu'ils attisaient parfois. Donc je me suis dit tiens, cette profession m'intéresse. Du coup, comment ça se passe? Tu fais fac de droit, tu vois, comment est-ce que tu t'orientes? Alors je fais fac de droit sans vraiment savoir où ça va me mener. Autre que la profession d'avocat, mais je ne sais pas vraiment ce que je vais y apprendre, quelle est la diversité du droit et quelle est la diversité du métier d'avocat. J'avais vraiment en tête l'avocat pénaliste. C'est ce que représentait pour moi l'avocat. Ouais. Et puis au fil du temps, je me suis orienté au fil des études, au fil des rencontres, j'ai découvert ce qu'était le droit, j'ai découvert la technicité du droit, chose qu'on n'aborde pas et qu'on ne comprend pas lorsqu'on n'en fait pas. Je me suis orienté au fur et à mesure du temps vers le droit des affaires, plus précisément. Et voilà pour le cursus universitaire. Il y a des stages ou des cours qui ont été un peu décisifs justement dans ce parcours? Non, pas vraiment. C'est vraiment... Bon, déjà à la fac, j'étais un peu mal orienté. Je savais pas vraiment où je devais aller chaque année. J'ai un peu fait au fur et à mesure du temps. Et puis au fur et à mesure des stages, mais sans vraiment qu'il y en ait un qui soit déterminant, je me suis dit, tiens, en fait, j'ai envie de faire du droit des affaires parce que c'est concret. Et puis c'est une matière très technique. Et j'aime bien la technicité. Je trouve que c'est important d'être précis, rigoureux, de maîtriser des concepts. Et en fait, cette alliance de la technicité et du concret m'a amené vers le droit des affaires. Tu fais école d'avocat, comment ça se passe en fait, ce parcours, comment il se déroule? Alors il se déroule, c'est un peu particulier me concernant puisque pendant tout mon cursus universitaire, j'étais par ailleurs sportif de haut niveau en boxe française, donc je m'entraînais tous les jours, parfois pour les grandes compétitions 2 fois par jour. Donc c'était rythmé entre les entraînements de boxe, les déplacements de boxe, les compétitions de boxe et les cours, mais rétrospectivement, je crois que je passais plus de temps à la boxe qu'à la fac. Ouais. Voilà. T'as eu l'impression que ça a impacté tes études? Non, pas du tout. Je pense même que ça a favorisé mes études parce que je trouve quand même que le temps des études est un temps long et j'étais pas rassasié. J'avais besoin d'avoir une activité à côté qui me prenne beaucoup de temps et qui m'occupe pleinement. Ce qui était le cas de la boxe puisque c'est du sport de haut niveau, parce que c'est un sport qui est risqué. Et donc, on se prépare pas pareil à un combat de boxe qu'à une partie de badminton, sans vouloir dénigrer ou vexer qui que ce soit. Hein. Mais disons qu'il y a un risque qui est inhérent à ce sport et donc qui vous occupe pleinement. Donc, quand vous faites un combat de boxe et quand vous vous préparez pour une finale ou pour n'importe quel combat de boxe, vous êtes pleinement investi jusque dans votre sommeil. Tu as ce parcours de sportif de haut niveau. En parallèle, tu fais tes études de droit pour plutôt penser devenir avocat. Est-ce que pour toi, c'était difficile à articuler ces deux projections professionnelles? Pas du tout, parce qu'en fait, je l'ai toujours construit comme ça dès le départ. Je savais alors j'ai commencé la boxe, j'avais 10 ans. Donc, je savais exactement dans quoi je mettais les pieds. Et je savais que je faisais un sport qui ne me permettrait pas d'en vivre. C'était pas du foot, c'était pas du tennis. Et donc, en fait, très tôt, j'ai intellectualisé le fait que je devrais avoir un vrai métier
à côté de cette activité qui certes me prenait beaucoup de temps, mais ne deviendrait jamais un métier. Donc en fait, j'ai eu mon premier titre de champion de France, j'étais en seconde. Et déjà à cette époque-là, je savais très bien que je devais continuer mes études, que je devais entrer en fac de droit et que je devais avoir chaque année mes années universitaires jusqu'au moment où je deviendrai avocat et je passerai totalement à autre chose. Ouais. C'est comme ça que ça s'est passé? C'est quand tu es devenu avocat que tu es passé à autre chose? Alors ça s'est passé exactement comme je l'avais imaginé, c'est-à-dire que mon dernier titre sportif, je l'ai eu en novembre 2014, qui correspond à une période de mon stage PPI. Ouais. Et je me rappelle très bien, puisqu'à l'époque, j'étais chez Lagardère Sport, enfin Sport5, qui est une agence marketing dans le sport professionnel. Et je me rappelle de mes maîtres de stage, le directeur juridique et le directeur juridique adjoint, qui m'avaient complètement laissé aménager mon temps pour que je puisse m'entraîner et faire mon stage. Et tout s'est bien passé, j'ai gagné, j'ai eu mon j'ai réalisé mon stage, je pense avec succès. Et quelques mois après, j'entamais mon stage final chez De Gaulle Florence. Et en fait, mon dernier combat en novembre a été ma dernière activité sportive. Et donc ensuite, stage final et prestation de serment et tout ce qui s'ensuit. Et c'était ta décision que ce soit ta dernière compétition, ton dernier titre? Oui, c'était ma décision. Déjà pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que j'allais devenir avocat. Donc j'avais bien conscience, après avoir côtoyé plusieurs stages, que c'était un métier qui était prenant, premièrement. Deuxièmement, je rentrais dans un cabinet important de Gaulle Florence, gros cabinet français. Je savais qu'il fallait que je m'implique à 100%. Et troisièmement, parce que à la fin, j'en avais marre de boxer. Les régimes, le rythme des compétitions, l'énergie que ça peut susciter, j'avais envie de passer à autre chose. T'as dit que chez Lagardère, ils t'avaient complètement laissé aménager ton temps. Ça a été globalement ton expérience dans tes différents stages avant que tu arrêtes la boxe? Non, pas du tout. Non. Ni à la fac, ni à l'EFB, ni auparavant, j'ai eu l'occasion ou l'opportunité d'avoir des horaires aménagés. Alors techniquement, je l'aurais pu, puisque quand on est sportif de haut niveau, en principe, ça vous autorise à avoir des horaires aménagés, soit avec le travail, soit dans le cadre de votre cursus universitaire. Mais je l'ai jamais fait, puisque j'avais jamais envisagé de faire une licence en 4 ans ou ce genre de choses. Donc, j'en ai pas profité. Ouais. Donc, tu finis ton stage, stage final, PPI chez Lagardère. Où est-ce que tu as fait ton stage final? De Gaulle Florence. De Gaulle Florence. Comment ça se passe? Très bien. Très très bien. Je rentre en janvier 2015. Alors j'en garde un souvenir un peu amer puisque je me rappelle pendant la première semaine, c'est la semaine des attentats de Charlie Hebdo, Hypercacher. Donc première semaine un peu particulière avec une ambiance dans les stagiaires du coup on se regarde tous, on se dit waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Mais au-delà de ça, j'en garde un très bon souvenir puisque ça succède à ma victoire au championnat d'Europe quand je boxais. Les gens en avaient entendu parler, donc certains étaient venus m'en parler. Donc j'avais tout de suite une très bonne ambiance, un bon accueil. Et au-delà de ça, des dossiers super et une vraie perspective pour moi de devenir collaborateur dans cette structure. Ouais. Très bon stage. En avril, j'ai ma collaboration, donc je sais que ça va bien se passer. Il te l'avait dit quand t'étais arrivé? Quoi donc? Que tu avais une perspective d'intégrer le cabinet comme collaborateur? Non, du tout. Ça s'est fait au fur et à mesure des dossiers. Je me suis manifesté auprès à l'époque de ma maître de stage qui m'avait dit écoute, va voir un tel et exprime-toi clairement. Ce que j'ai fait, et puis quelques semaines après, j'ai eu un retour positif. Donc très agréable d'entamer sa vie professionnelle dans ces conditions. Ouais. Et quelqu'un partait et du coup ils avaient besoin de recruter. C'était un agrandissement de l'équipe? Chez De Gaulle Florence, c'est particulier parce qu'il n'y a pas cette notion d'équipe. C'est un cabinet qui se présente comme étant décloisonné, sans avoir des équipes préfabriquées au sein du cabinet. Je suis là en 2015 et moi, dans mon cursus, donc j'ai un volet droit des affaires, enfin droit commercial, contrats commerciaux, et j'ai un volet droit du sport. Et à l'époque, donc on est 1 an et demi avant l'organisation de l'Euro 2016 en France. Au fur et à mesure de mon stage, De Gaulle Florence se positionne comme étant le cabinet leader sur l'organisation de l'Euro 2016 en France.
cours de mon stage, j'interviens sur des problématiques de loi E20, sur des problématiques de commercialisation de billetterie, de l'événement. Et au fur et à mesure du temps, je m'implique de plus en plus dans les dossiers. Et sans vraiment qu'il y ait un départ ou sans vraiment qu'il y ait un remplacement, au fur et à mesure, mon nom s'installe dans le cabinet. Et en fait, je m'inscris dans cette perspective-là. Et ça devient un peu naturel pour tout le monde. Donc en fait, quand je reviens en octobre 2015, je reprends les dossiers que j'avais commencé en tant que stagiaire. Donc c'est comme ça que ça s'est organisé. Et dans le cadre de ta collaboration, le droit du sport, c'est quelque chose que tu as continué à particulièrement développer ? Oui, complètement. Aujourd'hui, ça représente quasiment 50% de mon activité. C'est énorme. Alors moi, moi et au cabinet, on a une activité particulière puisque en droit du sport, c'est une expression un peu galvaudée. Disons qu'on intervient plutôt en droit des affaires dans le secteur du sport. Nos clients sont quasi exclusivement des organisateurs de compétitions sportives dont l'activité consiste à exploiter économiquement cette compétition. On va accompagner des organisateurs dans la commercialisation de leurs droits médias, dans des contrats de sponsoring, dans la commercialisation de la billetterie, dans la façon dont ils vont pouvoir commercialiser des produits licenciés. Donc c'est vraiment une activité affairiste au sein d'un secteur sportif. Et c'est exactement la même activité que j'avais chez De Gaulle Florence lorsqu'on avait travaillé pour l'Euro 2016 ou pour quelques grands autres acteurs du sport français. Aujourd'hui, j'ai la même activité ici, chez Joffé Associés. On travaille pour des grandes fédérations sportives et des grands organisateurs de compétitions sportives. Et tu dis que justement, quand tu es arrivé chez De Gaulle, donc tu étais au début que stagiaire, mais tu avais déjà cette casquette, donc droit commercial et entre guillemets droit du sport, ou plutôt coloration du sport dans ta pratique du droit commercial. Mais tu vois, c'est pas parce que tu es sportif que nécessairement tu as une coloration droit du sport. C'est un raccourci qui est un peu trop facile à faire. Ouais. Comment est-ce que tu avais... tu vois, est-ce que alors, j'imagine que c'est peut-être chez Lagardère que tu avais commencé à toucher à ce genre de sujet. Ouais, complètement. Ouais. Chez Lagardère, en fait, alors pour bien comprendre, Lagardère ou Sport5, c'est ce qu'on appelle une agence marketing. Et en fait, son activité consiste à commercialiser les droits d'organisateurs. Pour être un peu schématique, vous êtes un organisateur de compétition. Vous n'avez pas envie, vous-même, d'aller commercialiser des espaces publicitaires ou d'aller commercialiser des droits de sponsoring. Donc, vous allez confier cette mission à Sport5 qui va commercialiser vos droits pour vous. Donc, c'est en étant chez Sport5 que j'ai clairement mis les pieds dans cet environnement sport business. Et c'est vrai que ce stage m'a orienté dans la façon dont j'allais aborder le sport dans mon activité professionnelle. Et c'est vrai, tu as tout à fait raison. Mon activité sportive et la pratique que j'ai aujourd'hui, en fait, il y a peu de rapport, voire pas du tout de rapport, puisque je n'interviens pas, ou très très peu pour le compte d'athlètes, et j'interviens pas sur des problématiques sportives au sens dopage, au sens contestation de fautes disciplinaires, exactement, réglementaires. Ce ne sont pas les activités qu'on aborde. Quand tu avais rejoint Sport5, tu avais ça un petit peu en tête ? Oui, complètement. En fait, ça a été un peu difficile pour moi, parce que forcément, quand vous avez l'étiquette sportif, les gens veulent un peu vous la coller jusqu'au dernier. À vie, exactement. Donc, comme vous avez fait du sport et comme vous avez gagné, nécessairement, vous allez être avocat pour le compte de sportifs qui ont un peu la même vie que vous. En fait, moi, ça m'intéressait pas. Ça ne m'intéressait pas du tout. Alors, non pas que je l'ai pas fait, mais j'avais un intérêt un peu plus prononcé pour l'activité sport-business. Donc, c'est vrai que quand je suis arrivé chez De Gaulle Florence, je voulais faire du sport. C'était très important pour moi de travailler dans l'environnement sportif. En plus, j'avais quand même une opportunité assez dingue, c'est que je rentre en 2015 et le cabinet conseille l'organisateur du 3e plus grand événement sportif au monde, qui se déroule en France. Donc j'ai une opportunité incroyable. Mais quand j'arrive chez De Gaulle Florence, mon discours, il est aussi de dire j'ai envie de faire autre chose et je tiens à faire autre chose. Et la force de Gaulle Florence, c'est que c'est une plateforme où vous pouvez faire beaucoup de choses, puisque vous pouvez travailler avec beaucoup de personnes.
Très vite, ils ont été à l'écoute de ce discours-là. Et tout en étant sur les activités de sport, j'ai été détaché, par exemple, plusieurs mois au sein de la direction juridique de Colgate-Palmolive, donc un univers très loin du sport, différent, où je rentre dans l'univers des produits de soins pour le corps et des dentifrices, notamment. Et je suis au contact de la directrice juridique et je l'assiste quasi quotidiennement sur des contrats commerciaux, sur des contrats de distribution, sur des contrats de pub et autres. Et en fait, ces deux expériences-là, mon détachement chez Colgate-Palmolive et mon activité pour l'Euro 2016, en fait, c'est aujourd'hui les mêmes directions que j'ai dans ma carrière professionnelle. Mais c'est intéressant ce que tu dis sur cette histoire de coloration et tu vois, finalement les cases tu vois, dans lesquelles on est. Et je trouve que c'est-à-dire que c'est le juste équilibre à trouver entre j'ai une casquette qui peut m'ouvrir plein de portes, tu vois, du fait que je suis sportive de haut niveau, donc c'est un environnement que je connais très bien et donc finalement c'est très facile de me mettre dans ce secteur-là et de l'exploiter version juridique et même version plutôt business plus que accompagnement d'athlètes, etc. Parce que encore une fois, tu as plein de ressources qui sont déjà constituées pour que tu aies un beau chemin qui soit ouvert devant toi. Versus, non, il y a peut-être des chemins qui sont moins balisés pour moi, mais j'ai quand même envie d'y aller, ne serait-ce que potentiellement pour casser je sais pas, une image, tu vois. Mais moi, je me souviens personnellement, j'ai fait des études de droit à Madrid et j'étais avocate à Madrid. Et en fait, j'avais entre guillemets aucune envie de pratiquer le droit espagnol, de vraiment jouer cette carte. Mais en tout cas, dans ma première collaboration, c'est une carte à laquelle on m'a beaucoup renvoyée. Et je trouve que il n'y a pas de bonne réponse. Est-ce qu'il faut exploiter les cartes qu'on a et qui sont déjà dans notre jeu et on a juste à les jouer et en fait on peut pas plier la partie. Ce serait complètement prétentieux de dire ça quand on a 1 ou 2 ans de barre. Mais est-ce qu'on utilise ces cartes qui sont déjà faites ou est-ce que vraiment on va aller chercher d'autres cartes qui sont peut-être dans la pile de cartes à piocher, quoi? Alors après, je pense que j'utilise quand même ces cartes du sport de haut niveau parce que sans travailler dans le sport de haut niveau du côté sportif, je pense que le parcours du sport de haut niveau, je m'en sers en fait, alors je ne vais pas dire quotidiennement, je peux retrouver certaines similitudes dans le parcours du sportif de haut niveau et celui d'avocat qui est confronté à des problématiques qui sont compliquées, où il faut faire preuve d'abnégation, où il faut pas lâcher, où on est parfois confronté à un stress important qui peut venir de la part de nos clients, de la part des enjeux auxquels sont confrontés nos clients, et qui peut aussi venir de la renommée de certains clients, où on se dit « Waouh, là je bosse pour un tel, sur tel dossier, ça implique de l'exigence ». Et c'est plutôt quelque chose qui m'attire, et je peux retrouver parfois une forme d'excitation, de stimulation sur certains dossiers. Alors, pour être très honnête, je ne pense pas qu'il y ait grand-chose de comparable. Monter sur un ring et s'opposer à quelqu'un qui veut vous arracher la tête, littéralement, dans une finale nationale ou internationale. Mais dans certaines hypothèses, je me dis il y a un défi, il y a quelque chose que je veux réaliser. Et donc, je peux parfois puiser sur certaines qualités que le sportif de haut niveau peut avoir. Tu penses à des dossiers en particulier récemment, par exemple, qui t'ont stimulé comme ça, d'une façon où tu t'es dit là, j'atteins un niveau d'exigence, de stress qui s'approche à peu près de ce que j'ai vécu en compétition? Alors, s'approcher en compétition, c'est un peu compliqué quand même, mais récemment, on est intervenu sur un dossier contentieux pour un client où, à première vue, on peut se dire le dossier est compliqué. Et puis, on s'est réunis et puis, sincèrement, on s'est vraiment creusé la tête pour, au final, avoir une décision qui est favorable et on a un peu renversé la table. Donc, ce genre de situation, j'aime bien. Mais initialement, c'est pour ça que j'ai voulu être avocat aussi. C'était pour le contentieux. J'aimais bien le côté opposition, le côté démonstration, le côté un peu bagarre intellectuelle cette fois. Mais je retrouvais un peu cette dimension opposition frontale et on va démontrer quelque chose, on va argumenter sa position pour qu'au final, il y ait quelqu'un qui tranche et qui dise t'as gagné, t'as perdu. Voilà, bon, je préfère gagner. Mais voilà.
Et donc chez De Gaulle, comme tu dis, tu travailles avec entre guillemets beaucoup de monde parce que c'est un cabinet qui est décloisonné. Donc, globalement, quand on rejoint De Gaulle, quand on est collaborateur, on peut travailler avec à peu près tous les associés d'un département, par rapport à une spécialité. Ouais. Tu es resté combien de temps chez De Gaulle ? Alors, si on compte le stage, je suis resté 4 ans et demi. 4 ans et demi. Ouais, 4 ans et demi. Et j'en garde un très bon souvenir. Vraiment, j'ai vraiment fait beaucoup de choses, du contentieux, du conseil, du sport, du droit commercial pur. J'ai même fait chez De Gaulle Florence une cour d'assises. Parce qu'en fait, à l'époque, quand j'ai commencé, j'ai aussi fait l'école de la défense pénale. Donc, je faisais les comparaisons immédiates certains week-ends de l'année. Et ça s'est su. Et puis, on avait un client qui était un hôtel. Et qui avait fait l'objet d'un vol avec armes. Et donc, on s'était constitué partie civile. Et il fallait quelqu'un pour aller en cour d'assises. Et personne ne l'avait vraiment fait là-bas. Et j'y suis allé. Et voilà. Toi, tu avais déjà fait des assises ? Pas du tout. Pas du tout. Mais j'aime bien faire des choses que je sais pas faire. Et j'aime bien découvrir des nouveaux univers. Donc oui, j'en garde un excellent souvenir. Mais à la fin, j'avais envie de passer à autre chose parce que la dimension décloisonnée, c'est très bien. J'allais te demander comment tu avais vécu justement le fait de travailler de façon décloisonnée, donc d'avoir plusieurs apporteurs d'affaires, on va dire, plusieurs fournisseurs de dossiers. En fait, je l'ai vraiment bien vécu, moi. J'ai adoré parce qu'en fait, c'est la vie. C'est la vie d'un avocat. Là-bas, ils considèrent que les dossiers ne sont pas décloisonnés, que le droit n'est pas si cloisonné qu'on le pense. Et qu'en fait, un dossier peut faire intervenir plusieurs domaines de spécialité. Et là-bas, l'idée, c'est qu'il n'y ait pas de cabinet au sein du cabinet. Donc, il n'y a pas l'équipe pays qui est saisie d'un dossier et qui va saisir l'équipe commerciale ou l'équipe publique. Il y a un avocat qui va piloter le dossier et qui va faire appel aux ressources du cabinet pour s'entourer des meilleurs sur les expertises du dossier. Et en fait, comme j'étais un bébé de Gaulle Florence en stage, j'ai très vite intégré cette philosophie. Et donc, en fait, j'ai vraiment eu aucune difficulté à naviguer au sein du cabinet. La difficulté là-bas, notamment pour des profils comme moi qui sont vraiment un peu touche-à-tout, c'est d'être un peu identifié au sein du cabinet. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une grosse machine, où aujourd'hui je crois qu'ils sont plus de 120 avocats, y a un certain qui vous voit et qui pense que vous faites que du sport. D'autres qui pensent que vous faites que du contentieux commercial, d'autres qui pensent que vous faites que du contrat commercial. Et donc, il y a une nécessité pour certains profils là-bas d'aller chercher du dossier en interne. Et donc, ça a marché au début parce que j'étais visible et ça se passait très bien. Mais il y a pas mal de turnover là-bas. Et donc, du coup, il y a un effort un peu régulier à aller voir un tel pour dire « Bonjour, je suis Alvin, je sais faire ci, je sais faire ça. Est-ce qu'on peut travailler ensemble ?» Et à la fin, j'en avais un peu marre. C'est rigolo parce que tu disais que ce décloisonnement et donc le fait que ils considèrent en fait que ce travail de façon décloisonnée, c'est la vie. C'est-à-dire, dans la vie, on a des clients qui viennent de partout et on travaille de façon décloisonnée. Et en fait, ce que tu viens de dire sur l'aspect identification par l'extérieur de ces compétences, c'est aussi la vie. C'est-à-dire que globalement, en fonction de ces interlocuteurs, il y a des interlocuteurs qui vont plus ou moins savoir qu'on a telle casquette, qu'on a telle expertise, qu'on fait telle activité. Et donc, c'est toujours un peu ce jeu du marketing de soi que de faire savoir la palette des compétences et des expertises qu'on peut déployer pour des clients. Tu as tout à fait raison. La seule nuance, c'est qu'à un certain moment, chez De Gaulle, je m'attendais aussi à ce que, d'un cabinet structuré, que les dossiers viennent aussi un peu naturellement, sans que j'ai besoin nécessairement d'aller me vendre à un tel ou un tel. Et donc, parce que je faisais du perso quand j'étais chez De Gaulle Florence, j'avais travaillé avec l'un des associés du cabinet dans lequel je suis aujourd'hui, cabinet Joff et Associés. On avait travaillé j'avais travaillé face à lui, face à Romain Soiron, qui est l'avocat ici, le responsable de la pratique sport du cabinet. Et on avait donc travaillé face à face et je m'étais dit, tiens, lui est sympa. Et le cabinet a l'air sympa. Donc je l'avais gardé un peu en tête en me disant, le jour où je veux partir de chez De Gaulle Florence, ce sera le premier de la liste. Et c'est comme ça que ça s'est passé.
Tu disais que tu faisais donc du perso en parallèle de chez De Gaulle, de ton activité chez De Gaulle. Ouais. Donc, tu as évoqué l'aspect pénal avec l'école de la défense pénale qui t'a ouvert les permanences et l'accès à ce monde-là. Je comprends que tu faisais aussi du perso sur des sujets qui sont plus ta matière, ton expertise principale, c'est-à-dire le droit commercial et le contentieux commercial. Comment est-ce que tu as développé ce perso ? Qu'est-ce que tu vois comment tu l'as développé ? Je crois que dès les premiers temps, même en étant stagiaire, j'ai toujours eu une vision assez claire de l'aspect entrepreneurial de l'avocat. Et donc j'ai toujours vu l'avocat comme un technicien, mais aussi comme quelqu'un qui rend un service à un client. Et donc très jeune, j'ai toujours eu en tête de développer une clientèle, ou en tout cas de satisfaire une clientèle, que ça vienne vers moi ou que j'aille vers le client. Et en fait, très jeune, ça commence. Les gens savaient que j'étais avocat parce qu'à l'époque, alors quand je suis devenu avocat avec la boxe et autres, il y a eu un peu de médiatisation, des articles et autres. Donc le faire savoir concernant le fait que j'avais accédé à la profession d'avocat, ça a bien marché. Et donc du coup, des potes qui vous appellent et qui vous disent tiens, j'ai un pote, il s'est pas fait payer de ça, est-ce que tu peux faire une mise en demeure ? Donc ça commence comme ça. Et après c'est tiens, il faut faire les CGV du site de mon pote parce que il va créer son site B2C. Et puis après c'est mon pote vend son restaurant, est-ce que tu peux faire sa session de fonds de commerce ? Et donc c'est comme ça que ça s'est fait. Donc ça s'est vraiment fait petit à petit, jusqu'à ce que j'essaye un peu de rationaliser tout ça et de me dire je vais vraiment commencer à développer ma clientèle. Alors ma clientèle au départ, c'est mes potes, c'est les potes de potes, ça va pas au-delà. Et jusqu'à ce qu'à aujourd'hui, j'essaye un peu de développer un peu plus ma clientèle au sens mes potes et le reste du monde. Oui. Voilà. D'être plus intentionnel, on va dire, dans ton développement. Et ça, c'est arrivé justement au moment où tu as quitté De Gaulle pour rejoindre Joff. Ça correspondait à ça ou c'est venu encore un peu plus tard ? C'est vrai que... Non, ça correspond peu ou prou à cette période-là. C'est vrai que quand j'ai quitté De Gaulle Florence, je me suis dit je vais rejoindre un cabinet plus petit, mais qui travaille pour des clients aussi importants. Mais je serais probablement plus libre pour aller chercher, en tout cas pour proposer mes services et les services du cabinet à des clients. Et c'est vrai que ça correspondait un peu mon intégration chez Joff et Associés à un moment où je me suis dit allons-y jusqu'au bout. Et Joff et Associés, tu suivais un peu leur actualité à l'affût d'une ouverture de collaboration. Tu leur as écrit pour leur dire j'adorerais travailler avec vous. Tu vois, comment ça s'est fait ? Ça s'est fait très simplement. J'avais envie de les rejoindre, donc j'ai envoyé un mail à Romain Soiron, qui était l'avocat face auquel j'avais travaillé à l'époque. Je lui ai dit voilà, je me pose des questions sur mon avenir. Est-ce qu'on peut se rencontrer ? Je crois qu'il m'a répondu 5 minutes après. Et on a pris un petit déjeuner. Je lui ai évoqué quelles étaient mes perspectives. Il m'a évoqué quelle était celle du cabinet. Ça s'est pas fait tout de suite parce que c'est un cabinet qui est très attentif à l'intégration des équipes, au positionnement de chacun, à la place de chacun. Et à l'époque, il y avait une équipe qui était déjà bien constituée. Et c'était un peu compliqué pour moi d'intégrer cette équipe et sans bouleverser un peu les équilibres qu'il y avait déjà à l'époque. Donc ça s'est pas fait. Et ils m'ont dit écoute, ça se fait pas, mais on te rappelle. Je vous avoue qu'à l'époque, je me suis dit je la connais la formule et ça va pas se faire. J'ai postulé un peu ailleurs, mais j'avais pas trouvé de cabinet où je sentais la liberté que j'aurais pu avoir ici et même l'affinité que j'ai pu avoir avec Romain et ses autres associés. Et au final, ils m'ont rappelé. Ils t'ont rappelé combien de temps après ? Alors, quelques mois après, puisqu'il y a eu un départ au sein de l'équipe et ils m'ont dit voilà, c'est le bon moment, je pense que tu peux t'intégrer dans l'équipe. Et ça s'est fait ensuite en quelques jours. Ça a été très fluide et très naturel ensuite. Probablement qu'ils soupçonnaient que le départ peut-être allait avoir lieu et que... Ouais. Bon. Probablement. Ouais. Je sais pas. Qu'est-ce qui fait que
qu'est-ce qui, dans le moment où tu as travaillé dans un dossier et donc tu as côtoyé par dossier interposé Romain Soiron, qu'est-ce qui t'a tant plu ? La fluidité. Je me suis dit, tiens, les échanges sont fluides. Bon, déjà, première chose, la compétence. Je me suis dit, tiens, ce sont des avocats sérieux, solides. Et donc, j'ai envie de travailler avec des gens sérieux et solides. Ça, tu l'as observé dans... Tu vois, qu'est-ce qui fait que tu t'es dit... On sent quand les gens connaissent leur dossier. On sent quand les gens maîtrisent les sujets dont ils parlent. Je trouve que c'est assez facile pour nous, professionnels du droit, de cerner les gens qui ont travaillé leur dossier et inversement ceux qui arrivent au call et qui se reposent sur leurs collaborateurs et qui sont là pour faire semblant. Là, c'était pas le cas. Il connaissait son dossier et ça reflète vraiment ce qu'il est et la façon dont il travaille. Donc déjà, c'était le premier point. Et ensuite, les échanges étaient fluides. Donc je me suis dit, tiens, j'en ai vraiment gardé un bon souvenir. Qu'est-ce que tu veux dire par échange fluide ? J'ai l'impression que ça s'est distingué par la fluidité. En fait, je trouve que parfois dans ce métier, il y a des gens qui jouent à l'avocat. C'est-à-dire qu'ils en font toujours un peu trop, en étant un peu péremptoire, en étant un petit peu hautain. Et ça m'agace un peu, ça. Je trouve qu'il y a certaines personnes qui sont très, très, très fiers d'être avocats. Alors, non pas qu'il ne faille pas être fier d'être avocat, mais certains le font sentir plus que d'autres. Et j'aime pas ça. J'aime pas ça du tout. Et avec lui, c'était pas du tout le cas. Donc du coup, je me suis dit, tiens, on peut négocier un contrat, on peut être en désaccord, tout peut bien se passer. Sans forcément qu'il y ait des positions de principe qui soient hyper affirmées et où en fait on peut pas avancer, on peut pas construire quelque chose. Avec lui, j'avais eu le sentiment de construire quelque chose tout en étant en désaccord et chacun exprimait ses désaccords de manière très claire et je suis plutôt de cette catégorie de personnes qui dit quand je suis pas d'accord et quand ça me plaît pas. Mais pour autant, ça s'est fait de manière constructive. Et ça reflète bien la façon dont on travaille aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on aborde un dossier ensemble, quand on est d'accord, tout se passe bien, et quand on n'est pas d'accord, tout se passe bien aussi. Mais au moins, on partage nos idées et on construit ensemble quelque chose, mais ça se fait sans prétention et sans qu'il y ait de comportement péremptoire. Quand vous avez pris ce fameux petit déjeuner où vous avez un peu plus échangé sur comment tu te projetais, comment lui projetait l'équipe et tout, qu'est-ce que tu vois de quoi il a été question sur les sujets justement du futur, pas que ok vous êtes avocat en droit commercial et en contentieux commercial, et en sport, je fais ça et j'ai aussi une casquette dans le secteur du sport. Donc, vous pouvez mettre outil sur mes dossiers. Enfin, tu vois, comment vous vous êtes projetés ensemble à ce moment-là ? Déjà, c'était... et ça reflète un peu la philosophie du cabinet, c'est est-ce que ce mec est sympa ? Ici, on cultive beaucoup ça. C'est quand même un métier où on travaille beaucoup. Et donc, c'est quand même plus agréable de travailler beaucoup avec des gens sympas. C'est quand même primordial. Donc ça, c'était le premier point, et je pense que sur ce sujet, ça allait. Ensuite, je pense qu'il y avait le sujet comment tu te projettes dans 10 ans. Et ça, je pense que c'était important pour lui, pour moi. Pour lui, pour savoir un peu comment j'allais me projeter dans l'équipe, qu'est-ce que je pouvais apporter à l'équipe, et plus généralement au cabinet. Et moi, parce que j'avais besoin de savoir qu'est-ce que le cabinet pouvait m'offrir, en termes de perspectives d'avenir, en termes de liberté aussi. C'est très important la liberté dans ce métier, je trouve. Je crois que ça a été un peu la ligne directrice de la rencontre. C'est-à-dire, si tu veux qu'on bosse ensemble, très bien, comment tu te projettes, comment on pourrait se projeter ensemble. Et je pense que c'est comme ça ça a été l'objet de la discussion. Et donc à ce moment-là, ton perso, on va dire, c'était beaucoup de les potes et les potes de potes qui ont des projets plus ou moins importants, entrepreneuriaux, mais
qui sont pas, entre guillemets, de la gamme de clientèle, j'imagine, du cabinet. Et tu commences à avoir cette intention qui pointe de te dire, OK, maintenant, je vais aller développer, mais en étant plus intentionnel et peut-être en me rapprochant de ce qui constitue un développement pour ce type de structure. Aujourd'hui, tu es en plein dedans? Ouais, complètement. En fait, aujourd'hui, je suis en plein dedans, mais en fait, quand j'y repense, j'y étais dès le départ. Parce qu'en fait, mon tout premier dossier perso, en fait, c'est Sport5 qui me sollicite quand je suis chez De Gaulle Florence. Parce qu'à l'époque, quand j'étais en stage final, je leur avais expliqué que j'étais en stage final, que je serais en stage final chez De Gaulle Florence, et que j'avais pleinement confiance en ce cabinet. Et quand j'étais en stage là-bas, je les tenais je les tenais régulièrement informés de ce que je faisais et de mon activité, parce qu'en fait, elle était assez commune par rapport à ce que je faisais chez eux en PPI. Et donc, naturellement, je crois peut-être un mois après que je devienne collaborateur chez De Gaulle Florence, j'ai le directeur juridique de Sport5 qui m'appelle et qui me dit écoute, on a une question à te confier. Et voilà. Donc, premier dossier perso, Sport5 chez De Gaulle Florence. J'étais assez fier de moi. J'étais assez content. C'était assez inhabituel. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis en plein dedans. Ça s'est fait quelques mois après être arrivé ici, où j'ai un client en fait pour qui je travaillais beaucoup chez De Gaulle Florence, qui m'a suivi et qui m'a dit j'ai envie de continuer à travailler avec vous, donc continuons à travailler ensemble. Et donc c'est un client important pour moi et c'est une marque de confiance qui est très importante pour moi et à laquelle je tiens que je tiens à satisfaire à chaque nouveau dossier. Et au-delà de ça, j'essaye, mais je pense que c'est une question de maturité aussi. On présente mieux son activité, on sait mieux de quoi on parle. Donc lorsqu'on rencontre un directeur juridique ou n'importe quelle personne, je me sens plus à l'aise aujourd'hui pour présenter ce que je fais et proposer mes services. Je trouve ça super intéressant ce que tu dis de Sport5, j'y avais fait un stage, ça s'était bien passé, je savais que j'allais dans un cabinet du type de ceux auxquels, entre guillemets, ils peuvent confier des dossiers, donc je les tiens informés. Comment est-ce qu'on écrit un mail pour tenir informé de son évolution sans que ce soit un mail lourdingue? Alors, franchement, ça s'est pas fait comme ça. En fait, chez Sport5, le stage était quand même particulier puisqu'à l'époque, moi, je boxais. Donc, je m'entraînais le matin, le soir, et je deviens champion d'Europe chez eux. Donc, en fait, par la force des choses, quand je quitte mon stage, on se tient informé, mais ça se fait vraiment de manière spontanée. J'avais pas vraiment en tête d'aller décrocher mon premier dossier chez eux, grâce à eux, chez De Gaulle Florence. C'est pas comme ça que ça s'est fait. Mais en revanche, voilà, quand en mars-avril, j'ai eu ma collaboration, je les ai tenus informés pour leur dire, voilà, by the way, je vais devenir collaborateur chez De Gaulle Florence, je suis assez content. Et puis, by the way, je travaille pour l'Euro 2016. Eux, comme ils sont très implantés dans le secteur du sport business, forcément, on a des choses en commun et puis on peut échanger sur certains sujets. Et c'est plutôt comme ça que ça s'est fait. Ça s'est fait de manière spontanée sans que j'ai vraiment en tête l'idée de me dire je vais vendre un dossier, je vais vendre De Gaulle Florence à Sport5. Franchement, on ne sait pas combien coûte un dossier. C'est difficile de vendre des gens avec lesquels on n'a pas travaillé. Donc ça s'est pas vraiment fait. J'avais pas une démarche rationnelle de me dire je leur envoie un mail pour leur dire donnez-moi un dossier. Ça s'est pas fait comme ça. Ouais, non, mais en fait je m'en doute et c'est justement mais t'as répondu. C'est justement ce côté très informel de cette petite graine plantée sans même d'intention. Tu vois ce que je veux dire, de juste dire by the way, il s'est passé ça, c'est cool, je suis content. Enfin, tu vois. Et en fait, cette nouvelle qui n'a l'air de rien, finalement, est une graine plantée d'un potentiel développement futur. Donc, ouais, c'est vrai. C'est plus ça que je voulais mettre. Mais je pense aussi que ça s'est fait grâce un peu au stage, à l'expérience que j'ai eue chez eux. Et je suis d'ailleurs toujours en contact avec eux. Mais moi, vraiment, j'en garde un excellent souvenir de ce stage. Puisque les deux personnes, le directeur juridique, qui est d'ailleurs toujours là-bas, et le directeur juridique adjoint qui depuis est parti, ça s'est fait de manière hyper spontanée. Ils m'ont laissé m'entraîner sans difficulté. Et à côté de ça, je délivrais au maximum de ce que je pouvais délivrer dans les dossiers. Et donc du coup,
derrière, poursuivre la relation avec eux était quelque chose de spontané, naturel, dans un cadre tout à fait, je ne veux pas dire amical parce que ce serait un peu exagéré, mais en tout cas très convivial. Comment tu projettes aujourd'hui entre guillemets, le développement de ton activité ? Est-ce que tu as toujours envie de maintenir, entre guillemets, une activité forte dans des sujets qui ne sont pas du secteur sportif ? Oui, complètement. Ouais, c'est quelque chose qui... Ouais, complètement. En fait, moi, j'ai envie de poursuivre la démarche qui est la mienne aujourd'hui, qui est, premièrement, de contribuer à ce que la marque Joff et Associés continue à être l'une des références sur le secteur du sport. C'est un travail de quotidien et j'y tiens beaucoup parce que c'est un petit secteur et puis les acteurs sont très importants. La Fédération française de football, la Fédération française de tennis, d'autres grands acteurs. On a la chance en France d'avoir ce secteur-là où on a une fédération qui gère. Alors l'année dernière, c'était l'équipe de France championne du monde, mais aujourd'hui, c'est la vice-championne du monde. Mais on ne se rend pas compte de ce que ça peut offrir comme opportunité commerciale pour ces acteurs-là. On a la chance d'avoir l'un des tournois du Grand Chelem qui est organisé en France. Et donc, c'est une activité importante pour nous et c'est une activité que j'apprécie. Le cabinet est très bien positionné sur ces sujets-là. Et donc, moi, je m'évertue quotidiennement à faire en sorte que l'activité du cabinet demeure celle qu'elle est et qu'elle puisse être encore plus importante que ce qu'elle est aujourd'hui. Donc ça, c'est l'un de mes objectifs professionnels. Et puis à côté de ça, continuer à développer mon activité hors du sport pour des acteurs tout aussi importants que ceux pour lesquels on travaille aujourd'hui. Je ne citerai pas de nom, mais on travaille pour des acteurs qui sont au top dans leur secteur respectif. Et donc, moi, l'idée, c'est toujours de faire en sorte que la confiance qu'ils nous accordent, qu'on soit à la hauteur de cette confiance, et puis d'aller, si possible, offrir mes services à d'autres sociétés de ce secteur-là, de manière à ce qu'on puisse devenir incontournable dans tous les secteurs. Il y a des sujets en droit commercial que tu affectionnes plus particulièrement ? D'un point de vue technique cette fois, pas d'un point de vue sectoriel. D'un point de vue technique, alors moi j'adore le droit des obligations. C'est une matière qui est basique, mais c'est une matière quand je dis basique, c'est une matière de base. Mais c'est une matière qui est transversale et ce qui nous permet d'intervenir sur pas mal de contrats. Contrats de distribution, contrats de prestation de services ou autres. Et aujourd'hui, j'adore dénouer des situations grâce au droit des obligations. Le droit civil des affaires est une matière qui est très technique. On le voit quand on reprend la période Covid, après tout ce qui s'est passé, tous les sujets de force majeure, d'imprévision, quand on regarde ce qui s'est passé sur toutes les problématiques de baux commerciaux, est-ce qu'ils doivent payer, pas payer. Je prends l'exemple du sport, par exemple, où les compétitions qui n'ont pas pu être organisées, est-ce que ça constitue, est-ce que l'événement du Covid-19 constitue un événement de force majeure ou autre. J'adore avoir une approche technique des dossiers à travers le droit des contrats et le droit des obligations. C'est l'une des matières dans lesquelles je m'épanouis le plus. Comment tu t'y prends pour le premier objectif professionnel que tu as évoqué, c'est-à-dire faire rayonner encore plus la marque Joff et Associés sur les sujets du droit du sport ? C'est quoi ta roadmap ? Alors, déjà... Mis à part le fait d'intervenir sur Fleur d'Avocat, bien évidemment. En fait, déjà, la première chose, c'est satisfaire les clients qui sont déjà là. Ça peut paraître basique, mais c'est répondre dans les délais, c'est être réactif, c'est pas prendre la grosse tête, c'est continuer à être disponible pour ses clients. Et ça, vraiment, j'y tiens parce que les clients, ils viennent chercher chez nous une expertise technique, mais ils viennent aussi chercher un lien de confiance. Ils viennent quand même nous confier leurs problématiques qui sont parfois très compliquées, qui génèrent chez elles du stress. Et
Donc, elles ont besoin de confier leurs affaires entre des personnes dont elles ont pleinement confiance. Donc ça, c'est hyper important, satisfaire les clients qu'on a déjà. Et ensuite, avec Romain Soiron, on réfléchit, alors pas quotidiennement, mais de manière assez régulière, sur comment se développer sur d'autres sports que le football, le tennis, l'athlétisme ou autres. Il y a des secteurs sur lesquels on n'intervient pas encore. Le secteur automobile, le sport automobile par exemple, ou d'autres sports. Donc ça, c'est l'un des axes. Donc c'est développer d'autres sports que les sports majeurs qui sont le foot, le tennis, l'athlétisme, le handball et autres. Ça, c'est un gros axe de développement. Et puis l'international. On a la chance d'être dans un pays quand même où on a la Coupe du Monde 2023 au rugby, on a eu l'Euro 2016, on a les JO 2024 l'année prochaine. Il y a beaucoup d'organisateurs étrangers qui viennent organiser des événements en France. Je prends l'exemple de la NBA par exemple, qui était encore là en janvier et qui vient organiser des événements. Donc l'international est un axe de développement qui est très fort chez nous. D'ailleurs, on a, dans cette perspective-là, alors on a un bureau en Angleterre, et là on est en train de développer un bureau qui est aux États-Unis pour justement attirer un peu toutes les personnes américaines qui souhaiteraient s'implanter en France pour organiser un événement. Voilà. Quelle est ta dernière joie ? Ma dernière joie, j'étais en vacances là, il y a quelques semaines. J'étais en Guadeloupe. Je suis retourné en Guadeloupe. Alors je suis de là-bas, je suis originaire de la Guadeloupe. Et j'y suis retourné une semaine, début janvier, pour prendre des vacances. Et ça a été une excellente joie. Quel est ton principe déontologique préféré ? Le conflit d'intérêts. Je trouve que le respect du conflit d'intérêts, c'est la garantie pour nos clients d'être à 100% pour eux. Et ça colle bien avec ce que je suis, je pense. Je suis quelqu'un d'entier, c'est-à-dire que en général, je ne fais pas les choses à moitié. Et donc, je trouve que le conflit d'intérêts, c'est une garantie pour le client qu'on est 100% à ses côtés. Et donc, ça me convient bien. Je faisais une interview ce matin d'une cliente d'avocat que j'aide dans la connaissance de ses clients, justement, pour axer son développement, et qui disait, j'ai été touchée par le fait que dans mon dossier, à un moment, s'est posé la question de finalement potentiellement renoncer à des gains importants de la part de la partie adverse, et qu'on allait juste troquer une clause dans mon contrat. Donc il n'y aurait pas d'argent à la clé, on allait juste faire tomber une clause dans mon contrat. Et elle dit, mais je savais que faire tomber cette clause, s'il n'y a pas d'argent à la clé, ça veut dire que le variable de mon avocat, il tombe. Et elle a dit, en fait, j'ai été surprise que ce soit pas un sujet. De voir à quel point est-ce que mon avocate, elle n'a pas... à aucun moment, elle a cherché à orienter, entre guillemets, mon choix stratégique plutôt vers la voie qui aurait pu mener vers un gros chèque. Ouais. Donc, je rebondis là-dessus sur le fait que peut-être que... en fait, moi, ça m'a étonnée que ça l'ait étonnée, elle, parce que effectivement, cette notion de conflit d'intérêts... je la connais bien, mais en fait, peut-être que c'est pas si évident pour les clients, entre guillemets, que ce soit certaines entreprises, sauf celles qui sont les plus habituées peut-être à travailler avec des avocats et surtout des non-avocats. Mais je pense qu'il faut le marteler parce que je pense que la déontologie de l'avocat, c'est ce qui fait la force de notre profession. Que ce soit le secret professionnel ou que ce soit... Moi, je suis surpris parfois par certains clients qui nous disent « Je vous transmets ces pièces, mais elles sont confidentielles ». Peut-être qu'ils oublient que nous sommes soumis au secret professionnel et c'est pas un secret professionnel contractuel, c'est un secret professionnel légal. Et je trouve qu'en fait cette déontologie-là, c'est ce qui fait notre force et c'est ce qui fait en principe que lorsqu'on confie ses intérêts à un avocat, on est censé avoir la garantie que il va pas divulguer les informations que je lui donne et qu'il sera à 100% pour moi. Donc la surprise que tu peux avoir sur le conflit d'intérêts, je la ressens sur d'autres éléments. Je me dis, tiens, c'est bizarre cette nécessité de devoir nous rappeler que c'est confidentiel. Peut-être qu'il faudrait qu'on leur rappelle que par l'effet de la loi, on est tenu au secret professionnel. Et dernière question, qu'est-ce que tu portes sous ta robe ?
Un costume. Un costume. Alors, je porte la robe de manière épisodique, puisque mon activité, elle est quand même essentiellement tournée vers le conseil juridique. Je plaide quand même, je plaide quand même quelques fois par an. Tu fais encore du pénal ? Ah non, j'ai arrêté. J'ai arrêté les commissions d'office, puisque ça correspondait à un moment où j'avais envie absolument de plaider, quand j'ai commencé la profession. Donc je l'ai fait pendant 4 ans, mais à la fin, j'étais un petit peu déçu par l'expérience des comparutions immédiates. Non pas déçu par l'expérience de la plaidoirie, mais déçu par l'événement de justice. En fait, j'ai trouvé que tout le monde joue un peu un rôle. Le procureur joue un peu un rôle, les magistrats jouent un peu un rôle, les avocats jouent un peu un rôle. Je trouve que la comparution immédiate, c'est vraiment un simulacre de justice. J'ai arrêté. En revanche, je plaide lorsque l'occasion s'y prête devant le tribunal de commerce sur des problématiques purement commerciales. D'autres commerciales. Merci beaucoup, Alvin, pour cet échange. Merci à toi. Vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout, donc j'imagine que ça vous a plu. Pour me remercier et pour aider d'autres personnes comme vous à découvrir le podcast, vous pouvez le partager, vous abonner depuis votre application d'écoute de podcast et laisser un avis et 5 étoiles. Ça fait vraiment la différence au niveau des algorithmes. À la semaine prochaine!